Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore une fois à l'heure de votre émission préférée, Le Point. Le Point qui est l'émission débat de la RTDS qui fait le point des sujets ayant fait la une de l'actualité de la semaine. Et comme d'habitude, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous des confrères journalistes et des analystes politiques avec qui nous allons essayer de passer une heure de temps pour essayer de comprendre et d'analyser les sujets que nous allons retenir pour cette émission. Pour nous accompagner, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous Pascal Lagnéblé, secrétaire général du CRAD, Cercle de réflexion et d'action en démocratie et des droits de l'homme, membre de Thinking of Africa et doctorant en droit international. Pascal, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous avoir sur ce plateau. Merci. Voilà. Également sur ce plateau, Justin Anani, journaliste et analyste politique. Justin, bonsoir. Bonsoir Daniel et bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, les présentations finies. Nous allons aborder en même temps les échanges avec ce premier reportage. Et tout juste après, on reviendra pour le décryptage. Le MRC d'Abbas Kaboua devant la presse ce lundi à quelques heures de la clôture de la révision des listes électorales dans la zone 1. À cette conférence de presse, le mouvement des républicains centristes exprime avec fermeté sa position face aux échéances électorales prochaines. Pour nous, au MRC, il est d'une absolue nécessité de regalvaniser, de remobiliser, de redynamiser toutes les forces démocratiques autour du seul et unique sujet, les réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales. Sans ces réformes, il serait d'une grande absurdité que l'on s'aventure dans une quelconque élection. Le MRC restera résolument en marge de toute élection sans réforme. Position pas plus que claire, pas de réforme, part de participation de l'opposition au scrutin présidentiel. Voilà ce que stipule le MRC. Mais que reproche-t-il exactement à la machine électorale déjà en marche? Tout est pipé à l'avance. Voilà le fichier de 2010 qui comporte 3 millions et à peu près 400 000 électeurs. Le même fichier de 2013 comporte 3 100 000. Mais il y a un problème. 2010 était une année inférieure. Son fichier est supérieur à 2013, année supérieure avec fichier inférieur. Mais attendez, il y a un problème. Il y a un problème. Ça veut dire que les élections sont jouées d'avance. Nous ne pouvons pas, dans les conditions que M. Faure Gnassingbé organise ces élections, aller. Tous ceux qui se réclament de l'opposition, la vraie, tous ceux qui se réclament des forces démocratiques doivent faire tout pour empêcher cette forfaiture. Pendant que cette information de l'opposition, dans un communiqué, appelait les Togolais à aller se faire enrôler pour la présidentielle prochaine, d'aucuns membres du CAB, à l'instar du MRC, mettent en garde contre une quelconque participation au scrutin. Cependant, l'appareil électoral poursuit son chemin. Et les Togolais devront répondre aux urnes dans quelques mois, même si l'opposition togolaise a du mal à parler un même langage. Voilà, retour sur ce plateau. Justin Anani, on vient de suivre ce reportage consacré à la conférence de presse organisée en semaine par le MRC, le mouvement des républicains centristes d'Abbas Kaboua, qui demande à l'opposition, dans sa grande composante, de ne pas aller aux élections sans les réformes. Premier commentaire d'entrée de jeu. Non, il faut quand même dire que nous avons suivi avec intérêt donc, la sortie médiatique de M. Abbas Kaboua la fois dernière au sujet de ces éléments, de ces questionnements qui talonnent la vie nationale aujourd'hui. Mais il faut quand même faire observer que si aujourd'hui le processus n'arrive pas à évoluer dans le bon sens, je pense que c'est la faute délibérée de ceux-là qui sont les premiers acteurs, notamment au niveau du gouvernement. Et c'est la volonté délibérée de ces messieurs de ne pas opérer les réformes. Maintenant, sur la sortie médiatique elle-même, je tiens quand même à faire observer un certain nombre de choses. Parce que lorsque vous évoluez dans un ensemble donné, je pense qu'il y a quand même des préalables, des dispositions qu'il faut quand même observer. Je ne sais pas par quelle alchimie M. Abbas Kaboua a fait cette sortie médiatique, mais j'ose croire que lorsqu'ils évoluent dans ce collectif, dans cet ensemble, qui n'est autre que le CAP 2015, chacun au niveau de sa formation politique est tellement indépendant vis-à-vis de l'actualité, vis-à-vis de tout ce qu'il pense. Et je pense que c'est dans cette optique-là que M. Abbas Kaboua a fait cette sortie médiatique. Et j'analyse la situation. Moi, je me dis que dans un premier temps, je suis d'accord avec M. Kaboua par rapport à tout ce qu'il a dit. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, on évolue dans un schéma
et qu'il y a un parti politique, il y a une formation, il y a un système qui régente la vie de la nation pendant près de 50 années, et qui, ma foi, à mon sens, en 2005, avec tout ce que les Togolais ont connu, avec l'engagement pris par rapport à la signature de l'accord politique global, et qu'aujourd'hui, le président de la République, Faure Gnassingbé Eyadema, se croit plus malin que les autres, a tourné tout le monde pratiquement dans la bourrique. Voilà. On reviendra un peu sur cet aspect de la chose. Pascal Gnassingbé, vous venez de suivre le reportage et vous analysez également, vous suivez de près l'actualité togolaise, même si vous n'êtes pas au pays. Alors, dites-nous, quel est votre commentaire déjà de cette situation? Oui, la sortie médiatique de M. Abbas Kaboua peut nous donner quelques éléments d'appréciation. D'abord, on sait que nous sommes toujours dans cette crise et que les questions de réforme sont toujours d'actualité. Mais dans le message, dans le contenu de son message, quelques éléments plus ou moins contradictoires. C'est son parti qui fait la conférence de presse. Il semble parler un peu au nom de l'opposition. Voilà. C'est-à-dire quand il dit il faut que l'opposition, il ne faut pas qu'on aille aux élections sans les réformes. Mais l'élément contradictoire, après il dit qu'il faut se préparer, c'est-à-dire il faut que les gens aillent s'enrôler pour les élections. Et cela traduit en fait ce qu'on peut observer dans la classe politique togolaise en général. Mais ici, je veux parler de l'opposition, c'est-à-dire que dans le contexte actuel, la situation qui est la nôtre, comment faire en sorte pour arriver au bout des questions qui sont les questions de réforme et voir que les voix sont encore divisées. Je pense que c'est une fortune pas très heureuse pour le Togo. Et donc, la question se pose peut-être de savoir où en est-on avec ces questions de réforme. Voilà. Où en est-on avec ces questions de réforme? Juste Nani, vous en parlez tout à l'heure, vous jetez l'anathème sur le régime en place qui semble, comment on appelle, bloquer ces réformes. Mais d'aucuns accusent l'opposition d'être responsable aussi de ce blocage. Non, moi, je ne fais pas l'analyse de cette manière-là, parce que c'est là, lorsque je disais tout à l'heure qu'en 2006, lorsque signait l'accord politique global, il a été prévu un certain nombre de dispositions, un certain nombre de mécanismes pour pouvoir accompagner donc, à l'enracinement de la démocratie, à l'enracinement de l'état de droit dans son ensemble. Et je dis même que c'est cet accord politique global, à l'issue de sa signature, qui a légitimé le pouvoir de Faure Gnassingbé. Effectivement. Et tous ceux-là qui ont contribué en son temps à ce que cet accord-là soit signé, et moi je les remercie et je dis que ces gens-là ont contribué à ce que le pays puisse éviter à un moment donné le chaos. Maintenant, si ça n'a pas été fait aujourd'hui, c'est parce qu'une fois signé cet accord politique, on pense qu'on n'est plus tellement malin. On a relégué au calendrier grec l'application de cet accord. Et je fais également observer que, de par le passé, le système politique togolais, le système qui régente la vie de la nation, près de 50 ans aujourd'hui, a toujours évolué de la sorte. En 2000, je crois, un 14 avril 2004, avec la signature des engagements auprès de l'Union européenne, avec l'accord de Lomé, avec tout ce que nous avons connu, je pense que c'est pratiquement dans cette même lancée. Oui, mais lorsque vous analysez, vous comprendrez que les données ont changé aujourd'hui par rapport à ces années que je venais de citer. Voilà. Maintenant, je ne pense pas que lorsque une opposition a déposé une proposition de loi en termes juridiques, que cette même opposition puisse empêcher à ce que la proposition de loi qui est envoyée au niveau du Parlement soit quand même adoptée. Voilà, juste on aura le temps de revenir un peu sur cet aspect de la chose. Mais revenons même sur cette question, hein, l'opposition, vous le soulignez tantôt parce qu'elle est divisée, l'opposition est divisée, et on dit qu'elle constitue même le blocage, elle est la source de son propre problème. Ouais. Malheureusement, oui, parce que depuis 1991, en fait, si on observe bien, pas la classe politique togolaise, mais la population togolaise en général, la demande face à l'opposition, c'est son unité. De faire en sorte que, parce qu'on avait compris très tôt que venir à bout de nos problèmes ou alors le changement qu'on veut s'incarner dans l'unité. Mais on doit remarquer aussi que depuis 1991, l'unité n'est toujours pas là. Et vous voyez l'opposition aujourd'hui, ils s'unissent. Qu'est-ce qui est la raison? Ils ne sont plus ensemble. Après, vous verrez, on veut aller aux élections ensemble, mais après, on est divisé et chacun réclame. J'ai vu d'ailleurs un sondage il n'y a pas longtemps qui dit... Afrobaromètre. Voilà, qui dit que près de 70% des Togolais estiment que la classe politique togolaise, dans son ensemble, hein, pas que l'opposition, pas que la mouvance, mais ils sont plus intéressés par leurs intérêts. Vous ne pouvez pas donner tort à ceux qui pensent comme ça quand vous voyez tout ce qui se passe dans notre pays. Mais il faut que je revienne un tout petit peu sur l'accord politique global dont vous parlez. Ça fait 2006, nous sommes en 2015 aujourd'hui, il y a 9 ans. On peut se poser la question de savoir pourquoi cet accord n'est toujours pas appliqué. Je veux vous dire que moi, on est de la jeune génération. Je pense que les politiciens
politiciens doivent aussi penser que ce que nous faisons aujourd'hui ne doit pas être tellement régi par le passé, ni le présent, mais surtout l'avenir. Parce que de toutes les manières, le Togo existera. Peut-être que les noms que vous citez passeront un jour, mais le Togo existera. Mais on se demande, qu'est-ce qu'on laisse à la génération qui vient? Et je pose la question de savoir, qu'est-ce qui fait que l'APG n'est toujours pas appliquée? Je ne pense pas qu'il y ait une responsabilité exclusive d'un certain parti politique, on va dire peut-être la mouvance, mais je suis dans une logique de responsabilité partagée pour dire, comme ça se voit aujourd'hui à l'Assemblée nationale, depuis 2006, pourquoi on n'est toujours pas arrivé? Parce que les réformes, en réalité, on montre la limitation du nombre de mandats, mais c'est un certain nombre de positions. D'où venons-nous? Il y a peut-être des questions qu'il faut approfondir. Je reviens sur ce que vous avez dit, la proposition de loi déposée par les députés. Comment explique-t-il, vous avez dit l'opposition, mais les députés de l'opposition, vous voulez dire, comment est-ce qu'on explique le fait qu'eux, ils peuvent l'empêcher? Je souligne qu'actuellement, à l'Assemblée nationale, il n'est pas question de révision constitutionnelle en tant que telle. Il est question de réforme, c'est-à-dire on cherche un consensus. On est dans le cadre des négociations politiques, on n'est pas forcément dans le cadre de l'activité ordinaire de l'Assemblée. Et donc le problème se pose là. Le consensus veut qu'on vienne à quelque chose ensemble, c'est-à-dire qu'il y a des positions aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Peut-être qu'il faudra revenir sur les positions et voir qu'est-ce qui bloque. C'est en ces termes-là qu'on peut dire que celui-ci bloque et celui-ci bloque. Et il faut s'interroger sur les élémentaires. Réaction, Justin Nani? Non, sur la question fondamentale, sur celui qui bloque ou celui qui n'a pas bloqué. Parce que lorsque vous évoluez donc dans le temps et lorsque vous faites également allusion à ce rôle classique qui est le rôle de l'Assemblée nationale a pour mission de voter donc, les lois de la République et de contrôler l'action gouvernementale. Et c'est ce qui est fondamental. Je pense que ce sont les deux rôles fondamentaux et régaliens d'ailleurs qui incombent à l'Assemblée nationale. Yeah. Maintenant, lorsque un gouvernement dépose un projet de loi, parce que ça émane du gouvernement bien sûr, qui fait un projet de loi en son sein qu'il envoie et qui a sa majorité qui bloque, ou du moins qui a bloqué ce projet de loi à ce que ce projet de loi ne passe, je pense que la première conséquence directe, ça revient à ce gouvernement-là de tirer, ou au chef de l'État de tirer toutes les conséquences possibles. Mais lorsque le projet de loi qui est relatif à la modification de la Constitution, puisque c'est déjà prescrit par l'accord politique global, et je pense que c'est dans cette logique que le gouvernement a envoyé par le biais du Premier ministre ou chef de l'État, parce qu'on suppose que lorsqu'au moment où on signait pratiquement l'accord politique global, qui fait fi de la loi fondamentale de la République, parce que ça met en veilleuse la Constitution togolaise, voilà. Lorsque le gouvernement ou le président de la République envoie ce projet de loi et que sa propre majorité rejette, forcément, il devait y avoir des conséquences. Voilà. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il a fallu que les gens les voient plus autorisés dans le pays, qui sont concernés par la situation politique, puissent demander à l'opposition maintenant de faire une proposition de loi. Au-delà du fait qu'ils sont retrouvés dans un conclave, tout ce qui s'est passé là. Mais l'initiative a été quand même prise. Et qu'au finish, les voix au niveau de l'opposition, qui sont aujourd'hui au niveau du Parlement, sont mis d'accord et ils ont envoyé une proposition de loi, puisque ça émane également de l'Assemblée nationale. Maintenant, il s'est fait que lorsque vous analysez, vous suivez l'actualité, il y a maintenant la partie qui a rejeté, c'est-à-dire la mouvance présidentielle, qui estime avoir la majorité aujourd'hui, qui demande à ce que cette proposition de loi soit quand même modifiée. Et que, dans un premier temps, on donnait peut-être le avis sur la question. Mais moi, je dis, lorsque vous envoyez une proposition de loi au niveau de l'opposition à l'Assemblée nationale, et que même à votre sein, vous n'arrivez pas à trouver de consensus au niveau de l'opposition pour dire on peut relativiser un temps soit peu sur cette ou telle donnée, ça voudrait dire qu'il y a problème. Voilà. Mais lorsque la mouvance aussi constate que c'est parce que ce qui a été proposé peut-être par un certain nombre de courants au niveau de l'opposition et que nous ne sommes pas d'accord, on demande aujourd'hui de ramener le compteur à zéro, il y a problème. Mais lorsqu'on bloque pratiquement le dossier au niveau de la commission des lois qui n'a pas même prérogative, qui n'a pas la compétence d'envoyer même ce projet de loi ou cette proposition de loi au niveau sur la table du président de l'Assemblée nationale et par conséquent convoquer, et je ne sais pas, la présidente des commissions, la conférence des présidents au niveau du Parlement, et par après soumettre la proposition au niveau du Parlement et qu'on bloque, c'est là où moi je dis que je ne peux pas renvoyer pratiquement tout le problème. Voilà, c'est un avis que vous partagez, Pascal, monsieur Pascal. Oui, quelques éléments, mais je voudrais faire certaines précisions. C'est-à-dire, vous revenez toujours sur le consensus et sur l'accord politique global, et vous faites bien. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez bien fait de dire qu'on a mis de côté la Constitution.
dès lors qu'on est dans le cadre d'un accord politique, on a une pratique différée de la Constitution. Et c'est malheureux. Moi, mon souhait, ce n'est pas que dans notre pays, il y ait des propositions comme ça ou alors des sujets comme ça. Ce qu'il faut dire, c'est que le passage même de la loi en question, la loi dont vous parlez, la condition de son passage, c'est le consensus qu'on doit trouver sur ce qu'on veut. Voilà. Et c'est là que les gens sont divisés. Ce n'est pas, vous avez dit on bloque, mais en réalité, c'est les positions qui bloquent, les positions des différents protagonistes. Donc ici, c'est ce qu'il faut mettre en évidence. Qu'est-ce que les gens veulent? Vous avez parlé d'un minimum de consensus, de relativiser. Qui relativise quoi? C'est ça notre problème. Et puis, la responsabilité de l'opposition, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en face de la mouvance. Il faut le dire, c'est les gens qui sont au pouvoir. Ce que je dis, il faut mettre en évidence le peuple togolais et savoir qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui. On veut aboutir aux réformes. Et si nous partons en négociation, l'élémentaire que vous savez, que je sais, c'est que dans les coulisses, je me dis jusqu'où je peux lâcher. Qu'est-ce que je maintiens? Mais je suis malheureux. C'est des concessions. C'est des concessions. Voilà. Et il faut savoir aujourd'hui que nous sommes déjà en 2015 et l'élection présidentielle aura lieu en 2015. On n'a pas beaucoup de temps. Et quand on parle de blocage tout le temps, c'est malheureux. Oui, je veux dire. Est-ce qu'on peut parler encore des concessions? Parce que l'opposition estime que le régime n'est pas fiable, qui prend une position aujourd'hui et demain qui change rapidement. L'opposition ne va pas connaître le régime en place aujourd'hui. C'est un long processus. Moi, je ne veux pas souvent parler de la mouvance, pas parce que personne ne me connaît, je suis un citoyen comme les autres, pas parce que je les adoube ou quelque chose d'autre, mais je veux dire qu'aujourd'hui, qui sont ceux qui doivent jouer un rôle fondamental? Si tant est qu'au moins on est dans le cadre des négociations, qu'est-ce qu'il faut faire? Que chacun voie de son côté. Et ce que je dis, ce n'est pas moi seul qui le dis. Je lis les presses, je vois les acteurs politiques togolais. Les gens semblent dire qu'il y a des positions qui doivent infléchir un tout petit peu là-dedans. Oui, la position qui dérange un peu l'opposition, c'est le énième mandat qui doit briguer fort pour Gnassingbé. La Constitution permet au président de se représenter, mais est-ce qu'il faut forcément, d'après vous, vous êtes spécialiste des droits, des questions de droit. Comment analysez-vous cette situation? Cette question de rétroactivité de la loi dont on parle. Voilà, il y a deux choses. Voilà. À cette question de la limitation du nombre de mandats, il y a une réponse juridique et une réponse politique. Voilà. Tout de suite, la réponse juridique ne souffre de rien. C'est que la Constitution, aujourd'hui, l'état actuel de la Constitution aujourd'hui, on ne limite pas le nombre de mandats. Donc, d'un point de vue juridique, le président actuel, et je voudrais parler institutionnellement au lieu de dire peut-être le nom, le président actuel n'a pas de problème avec la Constitution. Voilà. C'est un problème, mais en réalité c'est comme ça, juridiquement. Maintenant, politiquement, c'est là on va encore revenir à l'accord politique. C'est que l'accord politique recommande les réformes depuis 2006, notamment les réformes constitutionnelles, et l'accord politique précise qu'il faut limiter le nombre de mandats. Et le nombre de mandats, on ne va pas le limiter dans le cadre d'une révision constitutionnelle ordinaire, mais dans le cadre des négociations. D'où on revient encore sur le cadre des négociations. Sinon, le problème, c'est que si on n'aboutit pas aux réformes avant les élections, je me demande quand est-ce qu'on fera les réformes. Et le calcul du nombre de mandats, c'est-à-dire que aujourd'hui, on va compter quel mandat pour le président actuel. Et en réalité, ces calculs, pour moi, ne comptent que dans le cadre de leurs négociations en coulisses. Sinon, si vous interrogez la position, on n'a pas à compter puisque c'est illimité. Maintenant, s'il faut compter, j'ai lu les presses, il y a un certain parti qui dit que si les réformes aboutissent dans ce quinquennat, ça veut dire qu'on comptera ce quinquennat. Auquel cas, le président actuel n'aura qu'une seule possibilité de se présenter. Il y a un autre courant qui dit non, c'est depuis 2005, donc on va considérer que 2 mandats sont déjà passés. Et un autre courant, forcément le courant de la mouvance, qui dit non, le compteur revient à 0 et tout recommence. Le problème, c'est quoi? Si on aboutissait aux réformes, sans même que le consensus ne soit là, c'est-à-dire que ce qu'on aura, c'est que la Constitution deviendra une nouvelle Constitution. Et la rétroactivité de la loi dont vous parlez, j'ai envie de vous demander peut-être, la rétroactivité de quoi? On n'est pas encore là, on n'a pas encore adopté. Voilà. Donc on ne peut pas parler de ça, rétroactivité. Il faut qu'on fasse l'effort d'arriver aux réformes et on va voir maintenant, et les réformes même diront s'il y a une loi qui rétroagit ou si elle ne rétroagit pas. Juste un année? Non, moi je pense que lorsque vous analysez la situation politique aujourd'hui, il faut quand même interroger l'histoire. Si arrivé à un moment, donc les acteurs politiques sont retrouvés pour signer ce qu'on appelle l'accord politique global, c'est parce que quelque part, il y a une volonté délibérée de la part du pouvoir. Voilà. Et ce pouvoir-là qui n'a toujours pas
entrer en son sein l'alternance politique. Puisque lorsque vous prenez par exemple les dispositions contenues dans l'accord, dans la Constitution de 1992, et en son article 59, à moins que je me trompe, c'est par référendum que le peuple togolais, à plus de 98%, à plus de 98,11%, le peuple qui a plébiscité cette constitution-là. Et je fais également observer qu'en ce temps, il y a des gens à demander à ce que le peuple puisse voter pour. Parce qu'il y a des gens voulu se présenter à une quelconque élection à l'époque et on lui a empêché par des dispositions. Mais une fois que la conception a été faite, le consensus a été trouvé, donc on lui a demandé, OK, une fois la constitution de 92 a été votée, donc donc vous pouvez participer aux élections. D'où sa participation en 1993. Maintenant, sur la base de cette constitution, il est dit qu'en aucun cas, lui ne peut faire plus de deux mandats. Voilà. Et il y a des gens à passer par tous les moyens pour modifier la même constitution en 2003 et en 2002, d'où il s'est présenté, malheureusement, il n'a pas terminé son mandat. Mais la situation, les circonstances dans lesquelles son fils est arrivé au pouvoir, et qui a été décriée par tout le monde, la communauté internationale par tout le monde, on s'est dit, bon, OK, si c'est dans ce cas-là, on a compris que ça a été mal fait, mais on va essayer de remettre ce qui a été plébiscité par le peuple en 92 à place. Mais sauf que dans le cas d'espèce, on ne peut pas le faire. Il faut tenir compte de certaines dispositions et puis après, ça va se faire. Et d'où ce qu'on a eu à assister en 2007 avec les élections législatives qui, en réalité, doivent créer un cadre pour discuter de ces problèmes-là. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait jusqu'à ce jour. Ça veut dire que lorsque vous analysez, vous comprendrez qu'il y a une volonté délibérée de la part de ceux-là qui régent la vie de la nation, qui n'ont pas intégré à leur sein l'alternance politique. Oui, mais quand nous analysons un peu la dernière sortie médiatique de maître Hervé Aboueba, il accuse les deux partis. Il accuse peut-être l'ANC d'un cas, et de l'autre côté, le régime en place de bloquer, de bloquer la brigade. Est-ce que c'est la même lecture que vous avez? Non, moi je ne fais pas pratiquement la même lecture. Oui, voilà. Parce que je ne peux pas comprendre aujourd'hui quelqu'un qui est de l'opposition, qui prétend défendre, qui ont contribué énormément à l'enrichissement de la démocratie, qui ont voulu que le Togo soit un État démocratique, puissent aujourd'hui accuser l'ANC. Pourquoi? Parce que l'ANC fait partie de ces formations politiques de l'opposition qui ont introduit la proposition de loi au niveau du Parlement. Mais du côté de la mouvance, on dit, OK, nous avons vu tout ce que vous faites. La loi qui sera votée, ça va s'appliquer à partir de quand? Même s'il y a eu conciliabus, s'il y a eu concession, quelque part au niveau de peut-être à 10 écarts, parce que Maître Aboueba a fait une sortie médiatique, il a donné son point de vue, du point de vue juridique et politique, comme l'a fait observer tout à l'heure mon ami. Mais au même moment, les deux formations disent, OK, si peut-être que vous ne voulez pas à ce que les opérations et les réformes soient opérées, on peut quand même concéder que le tout premier mandat de 2005 à 2010 est déjà révolu et que le mandat au cours duquel les réformes seront opérées, on va compter à partir de là. Et le second, on va essayer de le comptabiliser. Ouais. Mais la mouvance a dit non. Que dans la mesure où on n'a pas encore rentré dans ce processus de réforme et que la réforme n'a pas été faite, nous supposons que lorsque les réformes seront faites, les deux mandats que Faure Gnassingbé déjà fait, le président de la République déjà comptabilisé sont relégués dans les oubliettes et qu'on remet le compteur à zéro. Voilà. Et c'est à partir de ce moment, moi je dis, soit on défend une position, on est dans cette logique-là, on va jusqu'au bout. Voilà. Parce que partout ailleurs aujourd'hui, voilà, la question de limitation de mandat à deux est d'actualité. Et lorsque vous faites référence également à la Constitution de 1992, même s'il y a des gens en son temps n'ont pas pu, par ces moyens, s'imposer pour modifier la Constitution, il est de mise aujourd'hui qu'en aucun cas, nul ne peut faire plus de deux mandats. Voilà. Mais maintenant, par quelle alchimie on demande à ce qu'on remette le compteur à zéro et on continue par donner la voix à Faure Gnassingbé de ce président. C'est ce que moi je comprends. Pascal Gnassingbé, vous évoquiez entre-temps l'union de l'opposition. Est-ce une nécessité Est-ce une nécessité pour que l'opposition s'unisse afin d'aboutir à ces réformes? Oui, je pense. Malheureusement, oui, parce que on n'est pas dans une situation normale. Aujourd'hui, en réalité, ce qu'on entend, ou bien ce que les politiciens, notamment les opposants, laissent entendre, c'est sauver le peuple. Voilà. Donc, si on était dans une situation normale, peut-être que chacun a la liberté de faire ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation de crise et on pense que c'est la voie la meilleure pour arriver à bout de cela. Malheureusement, c'est une nécessité en termes de voix déjà.
Et vous voyez le découpage électoral, vous voyez un certain nombre de situations, les partis politiques, leur implantation. Malheureusement, chez nous, les partis politiques d'opposition n'ont pas les mêmes moyens que les partis politiques de la mouvance. Et quand on sort de Lomé, ce n'est pas la même réalité. Effectivement. Donc, tout cela fait que l'opposition n'a qu'à s'unir. Et nous ne sommes pas en France ou aux États-Unis où tout le monde, où le discours politique est accessible à tout le monde. Vous savez, dans les villages, les gens votent un parti au nom de celui qui incarne ce parti. Je ne veux pas donner de nom, mais les gens connaissent ce parti par le nom de celui qui est le premier responsable. Et quand vous dites un autre nom, c'est difficile pour les populations qui sont un peu éloignées de comprendre que vous parlez de l'opposition. Donc tout cela oblige l'opposition à parler d'une seule voix pour que les gens puissent entendre le message. Voilà. Je précise encore que la politique togolaise, ce n'est pas que Lomé. En dehors de Lomé, il y a d'autres réalités. Mais si vous permettez, je souhaiterais revenir très rapidement. L'histoire de notre pays dont vous avez parlé, la Constitution de 92, et aucune œuvre humaine n'est parfaite, on le sait. La Constitution de 92 elle-même déjà avait des problèmes. On a pu écrire des réflexions dans la doctrine, on a pu écrire que la révision constitutionnelle de 2002 pourrait-il s'analyser comme une revanche sur 92? Ça, c'est des théories d'école. Mais on peut se poser d'autres questions. Comment est-on arrivé là? Pourquoi est-ce qu'on a pu faire la révision constitutionnelle de 2002? Vous avez dit passer par tous les moyens pour réviser, mais en réalité... C'est l'opposition qui est comptable, qui est responsable. Je ne le dirais pas comme ça, mais on se souvient qu'à l'époque, Abdoulaye Wade disait qu'en Afrique, ce n'était pas bien pour les partis d'opposition de boycotter les élections. Si même à l'époque, on peut dire que les raisons, c'était justifié de boycotter, est-ce qu'aujourd'hui, on peut tenir encore ce discours pour dire que ce qui a fait qu'on a boycotté les élections anticipées, et c'est ça qui a permis en fait la révision constitutionnelle. Sinon, si on n'avait pas boycotté ces élections-là, peut-être qu'on n'en serait pas là. Tout le monde sait que la pratique constitutionnelle chez nous, notamment quand le président Yadema était là, il y avait eu beaucoup de problèmes avec les premiers ministres, parce qu'en réalité, comme vous le disiez, les premiers ministres voulaient être des premiers ministres constitutionnels, entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui sont investis d'un certain nombre de prérogatives et qui veulent l'exercer en tant que tel. Et il n'y a pas que seulement au Togo où ce problème a eu lieu, en France, c'est-à-dire le régime même que nous avons adopté, c'est-à-dire le régime semi-présidentiel, c'est un régime qui regorge de problèmes. Les présidents français, jusqu'à la 3e cohabitation avec les élections de 2002 en France, ont toujours eu des problèmes. Nous, puisqu'on a copié, donc on a eu beaucoup plus de problèmes qu'eux. Donc, peut-être que la vigilance n'était pas là. Sinon, peut-être qu'il fallait tout faire pour que la Constitution ne soit pas révisée, même si elle était imparfaite. Si on était dans la version de 92, c'est ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, moi, je suis peut-être pour ce que les opposants disent, mais de plus en plus pour les générations futures, qu'on s'interroge sur la responsabilité de tout un chacun. Pourquoi est-ce qu'on a boycotté les élections législatives anticipées de 2002? Tout ça, là, c'est des questions. Peut-être qu'on reviendra encore, mais c'est déjà des questions. Non, sur cette question, parce que bon, je ne donne pas tout de suite la carte blanche à cette opposition qui a boycotté les législatives de 2002. Mais seulement, je fais observer, lorsqu'il était agi pour le général président à l'époque, de se présenter à l'élection présidentielle de 1998, le général président savait qu'en réalité, ce qui s'est passé en 1993 n'était pas forcément ce qui allait se passer en 1998, puisque les signaux ont complètement évolué. Et il avait un certain monsieur Gégris Olympio qui avait complètement le vent en poupe. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut passer par tous les moyens pour tout se maintenir. Ça a été fait. Vous avez vu que lorsque vous lisez un peu les recommandations, les déclarations de l'Union européenne à l'époque, il a été dit quelque part, je cite, que les élections présidentielles de 1998 au Togo étaient sorties de leur cadre légal. Parce que la présidente de la CEN, la Commission électorale nationale, ce n'est pas la CENI à l'époque, Madame Awanana, qui aujourd'hui est positionnée un peu partout dans les commissions, n'arrivait plus. Et puis, bon, comment ça s'est passé? Elle a démissionné. Elle a refusé de proclamer les vrais résultats. Et en lieu place, un certain colonel Seyi Memen, du ministre de l'Intérieur à l'époque, qui co-organisait les élections à l'époque, a proclamé le général Yadema président. Et je fais également allusion à un autre journal, parce que je suis de la communication. Jeune Afrique qui était sorti à l'époque, il a été dit que Yadema, lorsqu'on a informé le feu Yadema à l'époque sur ce problème-là, il disait qu'il ne voulait pas le deuxième tour. Il ne voulait pas le tour parce que la Constitution de 1998 prévoyait le deuxième tour. Mais avec la parole de militaire, il ne va pas se présenter. Il avait été signé un accord cadre de Lomé. L'accord cadre de Lomé n'a pas été respecté du tout. Parce que nous vivons dans un pays
où il y a un régime qui est là, qui ne veut pas respecter les accords. Même les derniers engagements, les 22 engagements de 14 avril 2004 n'ont jamais été respectés. C'est ce qui a poussé l'opposition à boycotter. Je ne dis pas que le fait qu'on a boycotté, c'est une très bonne chose. Et ça a permis aujourd'hui de créer une situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, j'analyse, mais si ce n'est pas le moment, le chef de l'État, dans l'un de ses discours, a dit, et son papa, ou leur papa, leur aurait dit que lorsque vous laissez le pouvoir vous échapper, vous ne pouvez pas avoir la chance de le récupérer. Moi, je dis que cette leçon qui a été donnée au chef de l'État, Faure Gnassingbé, est bien comprise et il s'inscrit maintenant aujourd'hui dans cette logique-là. On a beau solliciter l'accord de la communauté internationale qui a appuyé les acteurs politiques. On dit, voilà, les élections présidentielles de 2005, il y a eu 2 morts, et le président de la République a marché sur des vies humaines avant d'être là. Mais on ne peut plus continuer par tuer. Assoyons-nous, nous discutons et trouver un cadre pour réaménager, pour réviser ce qui a été fait. On a dit, d'accord, on va le faire. Et aujourd'hui, on n'a pas fait. Ça voudrait dire qu'il y a une volonté délibérée quelque part de ces acteurs-là qui sont toujours en place, de ne pas opérer des réformes, de se maintenir et de continuer à gouverner à vie. C'est tout ce que c'est comment Rapidement, pour que nous puissions avancer un peu. Merci pour cela, mais vous avez dit que vous ne donnez pas carte blanche à l'opposition. Moi non plus, je ne donne pas. Ah oui, pas du tout, parce qu'il ne peut jamais y avoir de l'union de l'opposition. On voit ce qui se passe aujourd'hui. Je remarque tout simplement que, c'est-à-dire dans les activités politiques de notre pays, j'ose l'appeler, les problèmes et leurs solutions sont toujours personnalisés. Oui, tout à fait. Et en 2002, en fait, on le faisait pour satisfaire quelqu'un. On voulait satisfaire. Mais il y a des bancs, oui. Aujourd'hui, en réalité, les réformes, c'est pour ou contre quelqu'un, forcément. Je veux dire qu'il faut qu'on sache maintenant qu'aujourd'hui, si on considère l'évolution jusque-là, il est temps. Autant j'ai dit pourquoi les gens ont boycotté les élections législatives de 2002, autant je peux dire ceux qui opéraient la révision, ceux qui ont levé leur petit doigt pour voter pour la révision constitutionnelle, à quoi pensaient-ils? Satisfaire un nombre ou satisfaire le peuple togolais? Donc moi, ma logique, c'est toujours la responsabilité partagée. Les députés, tous ceux qui étaient là et qui ont voté pour ce jour-là, aujourd'hui, ils ont l'opportunité de se poser la question, en réalité, qu'est-ce que nous avons fait? L'avions-nous fait pour quelqu'un? Ce quelqu'un, est-ce qu'il existe aujourd'hui? Ou fallait-il le faire pour le peuple? C'est pourquoi je dis qu'il est temps que nous tous, ça y est, tout le monde, il y a une responsabilité quelque part, que chacun se pose les vraies questions. Voilà. Rapidement, pour la sortie médiatique de M. Abebo, ça montre encore une fois de plus qu'il y a des problèmes. Et moi, ce qui m'a intéressé dans ce qu'il a dit, c'est quand il a insisté sur il a parlé du marxisme et la négociation, le dialogue. Et quand il est venu là-bas, c'est peut-être une théorie d'école, mais moi je dis, pour ce qu'il est, c'est un responsable politique. Encore une fois, on revient sur les négociations. Il faut dire qu'il y a des problèmes avec les négociations de la part de l'opposition aussi. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Si vous permettez, Daniel. Très rapidement. C'est pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, il revient à ce peuple de prendre son destin en main. Parce qu'aucun acteur politique, quel qu'il soit, n'est jamais clean. Et au niveau de chaque courant en politique, chacun cherche toujours à défendre sa position. Lorsque vous écoutez ceux-là qui sont au niveau de la mouvance aujourd'hui, ils déclarent à loisir, comme quoi rien ne les empêche aujourd'hui de modifier la Constitution parce que ça va à leur avantage. Mais la seule question fondamentale qu'il fallait se poser, c'est de savoir s'il est donné sur le plan international aujourd'hui, comment est-ce qu'il faut procéder pour que le Togo ne soit pas peut-être à la risée de tout ce qu'on a connu. Est-ce qu'il faut suivre ceux-là qui évoluent dans le bon sens ou il faut être toujours, c'est pas cet élève-là qui est récalcitrant, qui ne voudrait pas appliquer les normes? C'est là où moi je dis qu'aujourd'hui, il va falloir que le peuple puisse quand même prendre son destin en main parce que chaque courant à son niveau, que son niveau des leaders, c'est une question d'intérêt. Voilà. Parce que telle personne ne me plaît pas, peut-être je vais essayer de le poser pour de bananes quelque part, il va essayer de tomber, ainsi de suite. Mais je dis que lorsqu'on veut évoluer dans le bon sens, il faut suivre ce qui est bon ailleurs et le copier et faire en sorte que le pays puisse quand même changer. C'est ce qui est fondamental. Je vais proposer, chers invités, d'avancer dans le débat. Nous allons parler cette fois-ci de cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre salée. Je veux parler de l'affaire Barké. Il semblerait qu'il soit tombé en disgrâce. Vous êtes journaliste et vous analysez un peu cette situation depuis. La presse en a fait son souverain cette semaine. Oui, l'affaire Barké, on en a quand même eu énormément d'échos et puis on analyse, on a essayé d'approcher éventuellement ceux qui sont proches de M. Barké. Et en réalité, il est quand même dit que la situation, l'ambiance entre les deux hommes
n'était plus ce qu'il était de par le passé. Et vous n'êtes pas aussi sans savoir que ce soit M. Moussa Barké, que ce soit Charles Debache, ou que ce soit un certain Bodjona ou d'autres. Quand vous rentrez, par exemple, dans la hiérarchie militaire, il y a bon nombre de ces personnalités-là qui ont contribué aujourd'hui à ce que M. Faure Gnassingbé soit là où il est aujourd'hui. Même s'il faut marcher sur des cadavres, des vies humaines pour être président, ceux-là ont contribué énormément. Oui, maintenant, au-delà de tout, maintenant, ce qui se passe, ce que nous avons appris, c'est parce que, quelque part, le monsieur a été envoyé à une mission et que malheureusement, la mission n'a pas été bien comprise. Et sur d'autres plans, on annonce que le monsieur a compris qu'on ne peut plus continuer à gouverner le pays sans pour autant discuter, entamer une discussion franche avec l'opposition pour qu'il y ait de réformes et pour avoir peut-être une sortie honorable. Voilà. Et toutes ces questions-là ont fait que progressivement, tout comme Bodjona est tombé en disgrâce, M. Barké aussi n'est pas dans de très bonnes postures avec. Oui, mais n'est-ce pas une bonne nouvelle si les choses se passent comme ça? Parce qu'on dit qu'ils ont incarné, le président Faure incarne une nouvelle dynamique. Hein, c'est chasser toutes ces personnes qui ont enrichi, qui ont amassé les richesses du pays. Oui, on viendra à justice, voilà, parce que. Il y a beaucoup de flou. Oui, qui distrait malheureusement la vie politique tourlaise, comme du côté de l'opposition, comme du côté de la mouvance. Et malheureusement, sur ces genres de questions, chez nous, il n'y a jamais eu une sortie médiatique des gens pour dire exactement ce qui se passe. Effectivement. De telle sorte que moi, je suis un tout petit peu dubitatif par rapport à l'appréciation. Parce que, vous le savez, il y a certains qui ont été écartés parce qu'ils sont radicalistes et que le président serait modéré. Voilà. Aujourd'hui, d'autres seraient sortis parce qu'ils sont plutôt modérés. Tout ça là ne vous permet pas de faire une bonne analyse. Je pense que ça distrait. Et puis, quand il y a des choses comme ça, ce que vous avez dit, moi aussi j'ai lu quelque part qu'il aurait donné un conseil culotté au président. Comme quoi, tout ce que vous venez de dire, c'est vrai, c'est faux, on ne sait pas. C'est ce que les gens disent. Mais moi, je me dis, aujourd'hui, il faut qu'on se concentre sur l'essentiel. Que les conseillers occultes ou officiels du président tombent en disgrâce ou pas. Peut-être que c'est leur problème. D'une manière ou d'une autre, peut-être qu'arriveront-ils à s'entendre. Et moi, je souhaiterais peut-être qu'on ne perde pas le temps sur la question. Voilà. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Parce que pour la plupart du temps, lorsque vous vivez dans un régime qui régente une vie de tout un peuple qui évolue dans un système pratiquement dictatorial ou monarchique, permettez que je puisse le dire, et à des moments donnés, on essaie d'inventer des histoires. Et c'est là où le peuple, où les citoyens ont intérêt à ne pas rentrer dans ce jeu-là. Parce qu'au Burkina, ceux qui étaient avec Blaise Compaoré dans le temps, qui ont voulu que les donnes changent et que Blaise Compaoré, le président burkinabé, s'entêtait, ont pris leur responsabilité de quitter la mouvance pour venir rejoindre le camp de l'opposition pour dire, en réalité, à un moment donné, ok, on a compris qu'on n'a pas bien fait. Voilà. Mais on ne peut pas continuer parce que les pays, les nations évoluent. On ne peut pas être la régnia au niveau de tout ce que nous observons. Nous avons proposé à ce que ça change, mais notre mouvement n'a pas voulu. Donc, on a craqué la porte. Là, on sait que voilà, l'information, elle est vraie. Mais lorsque on évolue sur des supputations, tantôt il n'est pas au pays, tantôt il est ceci, moi, je pense que c'est une occasion pour faire endormir le peuple et que peut-être au moment opportun, ces messieurs-là vont encore se retrouver et narguer la destinée de ce peuple. Oui, mais on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, il doit y avoir sûrement quelque chose. Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. Au moment où on annonçait que dans les journaux, que monsieur Pascal Bodjona n'est plus en très bonne cet été avec le président de la République, malgré que c'est lui qui était tout et tout, et porte-parole du gouvernement, c'est lui qui a fabriqué les faux résultats de 2010 au niveau de la présidentielle, tout et tout. Mais personne ne croyait. Mais lui aussi non plus n'a pas eu le courage de dire en réalité, voilà ce que j'ai dit, voilà ma position, et que c'est par rapport à ça, on me tasse d'être opposant et qu'on m'a prêté l'intention de créer une formation politique pour renverser les donnes. Voilà. Aujourd'hui... Je veux juste relativiser. Voilà. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Entre-temps, il y a eu un certain ministre dans le gouvernement qu'on connaît, très remarquable d'ailleurs. Quand il n'a plus été au gouvernement, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? On a écrit sur Internet que voilà, il aurait des problèmes avec le président à cause de ça. Mais après, est-ce qu'il est ministre aujourd'hui ou pas? J'espère que vous savez de qui je parle. Donc je veux dire que toutes ces précisions-là font que aujourd'hui, ce que moi je préconise... Oui, mais le cas Bodjona est palpant, hein, il est illustratif.
Oui, moi je suis d'accord. C'est un exemple parmi d'autres. On peut se tromper d'une part et de l'autre côté, ne pas se Oui, tromper. ce que moi je préconise au peuple dans ce cas-là, c'est que si nous nous battons pour la démocratie, essayons de l'appliquer à tous les niveaux. Qu'on considère que la liberté existe, c'est-à-dire que les gens sont libres. Si un jour ils deviennent rescapés, c'est leur liberté aussi. Liberté d'opinion, en l'occurrence, vous êtes journaliste. S'ils veulent toujours maintenir leur position, changer ou ne pas changer, je considère que c'est leur liberté qu'ils fassent comme ils veulent, mais qu'on sache que le peuple existe et qu'on fasse ce qui fait avancer le peuple. Oui, peut-être j'ajouterai. La démocratie, ouais. j'en viens. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui, je vais sortir un peu des lignes là, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de démocratie au Togo? Une question. Démocratie. La démocratie, c'est quoi? On va dire tout ce qu'on dit, on connaît beaucoup de définitions, c'est le gouvernement du peuple, c'est tout. Mais en réalité, c'est la matérialisation d'un certain nombre de valeurs. L'égalité et la liberté. Quand vous considérez l'égalité et la liberté, pour voir s'il y a un État qui est démocratique, ce n'est pas seulement... Parce qu'en réalité, il y a de faux tout autour de tout ça. L'alternance n'en fait pas partie? Bien sûr, mais ce n'est pas l'élément exclusif de la définition de la démocratie, selon moi. Le problème, c'est quoi? Vous allez avoir des difficultés si vous voulez séparer démocratie et état de droit, par exemple. Mais en réalité, c'est qu'il nous faut savoir ce dont il s'agit. L'état de droit, on peut définir simplement en disant c'est la soumission au droit. Mais vous vous posez la question de savoir quel droit. C'est en ce moment que vous verrez si l'alternance dont vous parliez tout à l'heure faisait partie intégrante des éléments définitionnels de la démocratie ou pas. Donc, dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que par démocratie, on veut gouvernement du peuple. Et voilà. Gouvernement du peuple, il faut que le peuple soit là. Ben, pas le peuple, toute la population togolaise, mais il y a une représentation qui est là. Voilà. Il faut peut-être travailler pour purifier la représentation togolaise. Même question que je vous adresse. Je vous réponds tout de go que le Togo n'est pas un état de démocratie. On fait semblant de démocratie en mettant en place des institutions qui incarnent la démocratie. Mais en réalité, ces institutions-là ne fonctionnent que sous la coupole d'un système qui est là et qui ne veut pas l'alternance politique, qui ne veut pas appliquer les principes élémentaires en la matière. Donc, le Togo, quand on me dit aujourd'hui que le Togo est un État démocratique, moi ça me fait sourire. Voilà. Je n'ai pas dit ça. Non, je ne le dis pas. Je ne dis pas que vous l'avez dit. C'est un constat, même si ce constat est amer, il faut quand même dire que nous sommes dans un pays qui n'est pas un État démocratique. Si à un moment donné, le Parti socialiste est sorti de son gond pour prendre un communiqué pour dire que le Togo est un État voyou, j'ai bien cité. Oui, ça dit beaucoup de choses. Oui, si vous voulez, très rapidement, ce que je considère, c'est que démocratie ou pas, ce qu'il faut, c'est un travail interne. Pendant longtemps, les pays africains étaient dans une logique mimétique où il faut faire ceci pour plaire à. On a signé beaucoup d'accords, notamment la question des droits de l'homme. On revient avec beaucoup de tests en réalité pour plaire à. Or, la condition pour que tout cela avance, ce n'est pas que la signature des accords. C'est l'application de ces accords-là. L'application de ces accords, mais par qui? Vous savez, Obama a dit qu'en Afrique, il faut des institutions fortes. Entre-temps, Compaoré avait dit que non, il faut des hommes forts. Il est où aujourd'hui? Il est où il doit être. Voilà. Mais moi, je prends les propos en tant que tel et je dis que pour la démocratie ou les droits de l'homme ou tout ce qu'on veut là, c'est les hommes qui font avancer. Et souvent, quand moi je parle de ces questions-là, il y a 3 points que je souligne. Si nous voulons un jour que la démocratie soit une réalité, c'est-à-dire que où que vous alliez au Togo, vous sachiez que les gens savent de quoi vous parlez, il y a 3 choses. Il faut que les gens soient scolarisés, il faut qu'ils mangent à leur faim, il faut qu'ils soient soignés. Quand les gens auront fait tout cela et que leur problème, ce n'est pas des préoccupations élémentaires, vous verrez que quand vous parlez de démocratie et autres, ils comprendront et ce ne sera pas que la lutte des opposants ou de politiques, mais c'est tout le monde qui va faire des réclamations. Et en ce moment-là, vous savez, quand le peuple se lève, il n'y a rien à faire. Vous me rejoignez, parce que lorsque vous avez un système qui régente la vie d'une nation, où la scolarisation n'est pas quand même de mise, les gens n'arrivent pas à manger à leur faim, ils n'ont pas les moyens de se soigner convenablement, malheureusement encore. La synergie est encore pratiquement en grève. On en vient. Les hôpitaux sont fermés. Lorsque ce système-là qui régente toute une nation pendant des décennies, près de 50 ans, et que le même système compte rester, et on ne peut pas parler de la démocratie. Voilà. Vous parlez entre-temps, vous évoquez entre-temps le problème de grève, de la grève, de la synergie. Voilà plusieurs mois ou plusieurs années que cela dure. On n'a pas trouvé de solution à ce problème. La synergie des travailleurs du Togo est encore en grève. On a assisté à une série de grèves. Du vendredi, le jeudi, les hôpitaux sont restés fermés jusqu'à un année. Non, moi je dis que c'est une question qui est tellement déplorable. C'est le faux fuyant de la part des gouvernants qui en réalité ne s'en fiche, ne se préoccupe de rien. Parce que vous ne pouvez pas diriger une nation et lorsque vous faites l'analyse de la masse salariale aujourd'hui, cette masse salariale qui a l'obligation non seulement de faire entrer les fonds dans les caisses, mais de s'occuper un tant soit peu pour la bonne marche de la société,
on néglige cette marge salariale, il y a problème. Voilà. Ça fait des mois, ça fait des années que ce problème est toujours sur la table. On discute, on prend des engagements, on n'arrive même pas à respecter les engagements pris. Et ça fait qu'à un moment donné, ceux-là qui sont les premiers concernés n'arrivent plus à faire confiance au gouvernant. Tantôt le ministre dit, ou le Premier ministre dit, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été signé, il n'est pas au courant. Et lorsqu'on lance un préavis de grève, c'est à la veille de cette grève-là, on dit attention, les responsables, venez, on va discuter. Mettez base sur le mouvement, on va discuter, on va essayer de trouver un compromis. Et chaque jour que je fais, c'est ça. C'est le faux fuyant. Voilà. C'est une volonté délibérée de la part des gouvernants qui ne veulent pas respecter. Et lorsque ça continue comme ça, je pense que c'est le pauvre citoyen lambda qui se trouve quelque part là, qui en paie les frais. Pascal, on le disait tantôt, la synergie des travailleurs du Togo est en grève. C'est une situation déplorable parce que les hôpitaux sont restés fermés. Nous avons rencontré certaines personnes qui nous ont dit qu'elles sont souffrantes, mais qu'elles sont à l'hôpital. Pas de médecin. Ouais. C'est vraiment déplorable. Très déplorable, malheureusement. Déjà, nous n'avons pas assez d'hôpitaux. Voilà. Il y a des problèmes déjà à ce niveau. Et dire que le peu qu'on a, et les gens ne sont pas là, c'est un problème. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit. On ne peut pas tout le temps nous montrer à la télévision qu'il y a réforme de l'administration sans qu'on ne pense aux personnes qui encadrent cette administration. L'administration togolaise, les travailleurs notamment, surtout le côté de la santé. On ne peut pas comprendre en réalité pourquoi est-ce qu'on peut perdre du temps sur ces négociations quand on sait que tous les jours, les gens ont besoin de se soigner. Donc c'est un problème et je pense que les responsables politiques doivent faire en sorte que la solution soit trouvée rapidement. Voilà, on va croiser les doigts pour qu'une solution soit trouvée à ce problème. Hein, mais il faut quand même faire une observation pour dire que lorsque vous tenez à ce que l'éducation et la santé soient quand même priorité d'un gouvernement, on ne peut pas élaborer un budget pour l'exercice et diminuer. Donc le quota de la santé de moins de 100 milliards. Voilà, effectivement. Donc il y a problème. Ça veut dire qu'il y a problème. Les gens ne se soucient pratiquement de rien. On peut parler, par exemple, on dit notre chef de l'État, c'est lui qui est le premier responsable peut-être au niveau de la sous-région qui s'occupe des questions, notamment des Ebola. Et que dans notre pays, on n'a pas le ministère de la Santé. Et au même moment, on diminue le budget de la santé de moins de plus de 1 milliard. Voilà. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème, effectivement. On va prier pour que les choses puissent rentrer rapidement dans l'ordre. Je vais vous proposer, chers invités, d'avancer dans les échanges avec cette nouvelle sortie médiatique des victimes des incendies des marchés de Lomé et des Kara. Cela fait 2 ans que les 2 marchés ont pris feu. Jusqu'à présent, justice n'est toujours pas rendue et cette justice est réclamée par ces victimes. Nous allons suivre le reportage. Tout juste après, on reviendra pour les échanges. Justice et réparation restent notre credo. Voici la position des sinistrés des incendies des marchés de Lomé et de Kara. Face à la presse ce mardi, l'association des sinistrés des marchés du Togo, ASIMAT. Le but de ce point de presse, c'est de faire connaître son cri de désarroi en demandant justice et réparation. Dans tout pays, s'il y a eu des crimes ou bien des sinistres de cette hauteur, je pense que le souhait de tout le monde serait de connaître les auteurs. Donc on espère connaître ces auteurs pour que indemnisation soit faite. 2 ans après le drame, les stigmates sont toujours là, tant humains qu'économiques. La situation des victimes que nous sommes reste toujours catastrophique. Nous enregistrons à ce jour une vingtaine de décès des suites de ce drame. Plus d'une cinquantaine de personnes en hospitalisation et le choc psychologique de plus de 800 commerçants concernés par cette tragédie. Des victimes qui, sous d'autres cieux, méritent un suivi psychologique. Beaucoup parmi nous sont devenus hypertendus, diabétiques, cardiaques, des suites de ces incendies. Notre vie est à la merci des professionnels de la santé, mais surtout du bon Dieu. Un téléthon a été organisé après les incendies. L'idée était de venir en aide financièrement aux victimes, mais 2 ans après, les sinistrés dénoncent une non-indemnisation, tout comme le processus de déménagement des lieux du drame. La CIMAT demande aujourd'hui l'ouverture d'une enquête internationale. La CIMAT dénonce avec vigueur les initiateurs et les organisateurs du fameux Téléthon dont les fonds étaient destinés à venir en aide aux victimes.
À ce jour, aucun fonds provenant de ces téléthons n'a servi à indemniser aucune des victimes. Au regard de ce qui précède, l'AXIMAT exige l'ouverture d'une enquête internationale pour situer les responsabilités afin que réparation puisse être effectuée à l'endroit de toutes les victimes. L'indemnisation totale et complète de tous les sinistrés. La reconstruction d'un nouveau marché. Plusieurs interrogations demeurent sans réponse concrète sur ce dossier et la nouvelle est de savoir si cette enquête internationale sera honorée. Voilà, retour sur ce plateau. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que nous recevons pour le compte de ce numéro de l'émission Le Point Pascal Lagnéglé, secrétaire général du CRAD, entendez, Cercle de réflexion et d'action en démocratie et en droits de l'homme. Il est membre de Thinking Africa, c'est ça? Et également doctorant en droit international. Merci d'être là. Et également sur ce plateau, Justin Anani, un journaliste et analyste politique. Justin Anani, une situation déplorable. 2 ans après le drame, toujours pas d'enquête, toujours pas de coupable. Non, moi je pense que c'est vraiment pénible. C'est vraiment pénible. Et après 2 ans, les bonnes dames sont toujours dans cette situation. Lorsque vous les voyez la fois dernière au cours de cette conférence de presse-là, vous allez avoir les larmes aux yeux. Parce que c'est vraiment insensé. Insensé en ce sens qu'on ne peut pas penser pour telle ou telle raison, penser à aller incendier tout un marché et mettre nos mamans dans ces situations-là. Mais moi, ce qui je ne comprends pas, c'est le fait que depuis lors, il a été dit que les enquêtes ont été menées, les présumés ont été arrêtés, d'autres ont retrouvé la liberté provisoire, et qu'entre-temps également, le procureur de la République a annoncé que l'enquête est close. Et qu'en réalité, lorsque une enquête dans un dossier pénal est terminé, on envoie le dossier au procès. Mais malheureusement, on entend, depuis lors, ça fait pratiquement plus de 6 mois, pour ne pas dire près de pratiquement 2 mois, d'une année, et que le dossier est là. Tantôt les gens tombent malades, on les envoie au Cabano au niveau du CHU. Aujourd'hui, le CHU aussi qui est... Vous parlez des personnes incarcérées. Incarcérées. Voilà. Et au lendemain même de cette affaire, très rapidement, le pouvoir a informé la presse que voilà, on a trouvé les vrais auteurs. Ils sont du côté de l'opposition. Les gens sont partis faire de tout ce qui est mystique au niveau du cimetière. C'est le ministère de la Sécurité, Yak Damran, qui l'a dit, le colonel. Et que voilà, ceci, il y a cela. Et les enquêtes qui ont été commanditées par l'État togolais lui-même a révélé que ce crime a été perpétré par un certain nombre d'éléments de matière inflammable de haute gamme, si vous me permettez le terme, notamment kérosène, et que après quelqu'un aussi est venu d'Israël qui a confirmé. Maintenant, si vous estimez que les enquêtes à votre sein ont découvert qu'en réalité, c'est au niveau de l'opposition, vous avez arrêté les gens, vous avez libéré des gens provisoirement et d'autres sont en détention. Et je rappelle également qu'il y a un certain M. Yakanou, qui fait partie de l'Alliance nationale de changement ANC, un responsable fédéral de ce parti, a décidé dans cette affaire. Je pense qu'il va falloir, à un moment donné, clarifier la situation. Parce que ce que ces dames-là vivent aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le choc psychologique d'un drame. Vous vous réveillez un beau matin, tout ce que vous avez comme ressources ou fortune est parti en fumée, sans pour autant connaître les vrais auteurs. Au même moment, le gouvernement n'arrive pas à clarifier, alors qu'en réalité, il y a un établissement public que le gouvernement dirige, que le gouvernement a la charge de commanditer tout et tout. Ceux-là ne sont nullement inquiétés. On a construit, c'est pas un marché, entre guillemets, quelque part, qui, à hauteur de, je sais pas, de millions, on pensait peut-être indemniser un temps soit peu certaines bonnes dames, mais en réalité, l'activité, ça ne marche pas. Il faut clarifier la situation. Et c'est là où, si cette dame-là demande aujourd'hui qu'il y a une justice, une enquête internationale pour situer les responsabilités, et qui demande également la reconstruction de l'édifice qui a été parti en fumée et éventuellement indemniser les gens, je pense que c'est une très bonne chose. Voilà. Donc à ne pas le faire, je pense que quelque part, le gouvernement se reproche de quelque chose et il revient à ce gouvernement-là de clarifier le débat. Voilà, Pascal Lagnéglé, vous avez suivi de près cette affaire des incendies des marchés de Lomé. Daniel, il est des questions sur lesquelles on ne peut pas se permettre de se contredire, tout simplement. L'incendie des grands marchés, pas que Lomé, mais Kara et d'autres marchés, c'était une tragédie nationale.
Et la récupération politique est malheureuse pour moi. Et parce que les femmes qui sont au grand marché de Lomé ne se sont pas établies en fonction d'une certaine coloration politique. Tout à fait. On a tellement politisé cette affaire au point où on a oublié ce que le grand marché de Lomé représente pour la nation, l'économie et pour l'emploi. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne travaillent pas. Il y en a qui ont étudié, il y en a qui n'ont pas étudié. Et ils vont tout simplement au grand marché. Moi, je connais personnellement des gens, ils n'ont aucun fonds, mais ils vont au marché. Ils ont la possibilité d'avoir des marchandises, les vendre. Et quand ces marchés sont détruits et que le règlement s'apparente à quelque chose de politique, je pense que c'est malheureux. Et donc, c'est jusqu'aujourd'hui que les femmes-là ne soient pas indemnisées. Ma maman est une commerçante, elle n'est peut-être pas au grand marché de Lomé, mais c'est quelque chose qui nous est arrivé à tous. Et que les politiciens de la mouvance contre de l'opposition, ceux contre les auteurs, et jusqu'aujourd'hui l'enquête ne nous dit pas précisément ce qui se passe. Et les premières conclusions sont malheureuses pour moi, c'est-à-dire qu'on dit que c'est d'origine criminelle, c'est-à-dire que s'il y a des Togolais qui soient de l'opposition ou de la mouvance qui ont été à l'origine de ces incendies, je me demande ce que nous deviendrons si la politique peut nous pousser jusqu'à c'est tout simplement mal. Voilà, c'est une grande question, qu'est-ce que nous deviendrons. Juste une année, les victimes de ces marchés demandent l'ouverture d'une enquête internationale. Est-ce que cela sera possible, d'autant plus que la principale, la pièce en conviction, qui est l'édifice central, a été détruite? Bon, je pense que ça va devoir être un peu difficile. Parce que, pour la simple raison que lorsque vous analysez les éléments qui entourent ce dossier, les premières heures, je l'ai dit tout à l'heure, on a trouvé le bouc émissaire que c'est au niveau de l'opposition. Et je dis que le gouvernement n'a pas fait tellement des efforts pour mener les enquêtes en fond. Et parce que lorsque vous êtes dans un dossier pénal et que le juge d'instruction, le juge instructeur, qui instruit à charge et à décharge, et qui pense qu'au niveau de l'instruction, il a mis la main sur quelqu'un et que la même personne se contredit, je pense que le magistrat instructeur, enfin le juge instructeur a l'obligation de faire extrêmement attention. Ça n'a pas été le cas. Parce que beaucoup sont ceux-là qui aujourd'hui sont en détention. Je pense qu'il y a 8 ou 9 personnes qui sont toujours en détention aujourd'hui. Beaucoup d'entre eux ont toujours décrié le fait qu'ils ont été manipulés par le pouvoir pour citer le nom des opposants. Ça, ce n'est pas un fait à cacher. Oui, mais est-ce qu'on peut prendre encore, parce que moi je ne comprends pas, on ne peut pas manipuler les gens à ce point. Non, moi je ne le dis pas. Voilà. Moi je ne le dis pas. Parce que le Loum a dit une chose et il dit son contraire. Oui, c'est ce que je dis. Voilà. Lorsque vous êtes un juge instructeur dans un dossier pénal, en matière judiciaire, lorsque vous avez en face de vous un criminel qui dit quelque chose et son contraire à la fois, vous avez l'obligation de faire extrêmement attention sur les propos. Vous ne pouvez pas mettre tout ce qu'il dit là peut-être dans un miroir et puis essayer de dirigeanter votre enquête. Mais il y a encore d'autres qu'on a arrêtés, à qui on dit, et que ce qu'ils ont dit au début, c'est pratiquement les mêmes choses qu'ils répètent aujourd'hui. Il faut continuer, mener des investigations. Ils disent qu'on nous a demandé de dire ceci, on a refusé, et que par conséquent, si vous ne voulez pas, on vous maintient en détention. Ils sont là aujourd'hui. Maintenant, en dehors de ça, le gouvernement, en réalité, pour le magistrat instructeur, bien sûr, il est libre, c'est un juge inamovible, qui... À son côté, il y a le parquet qui poursuit par le biais du procureur de la République. Mais si on se rend compte qu'à ce moment-là, le dossier n'évolue pas, lorsque les femmes demandent aujourd'hui l'ouverture d'une enquête internationale, c'est l'État qui demande l'ouverture de cette enquête internationale. Et l'opposition aussi l'a demandé en son sein. Voilà. Mais l'élément fondamental qui n'est autre que le corps du délit, le bâtiment a été détruit. Maintenant, sur la base de quel élément on peut éventuellement trouver les vrais auteurs ou éventuellement trouver les éléments qui ont permis de brûler les marchés. Même si on a dit que c'est le kérosène. Le kérosène, on sait, c'est ça, ne se vend pas au bord des routes. Ne se préoccupe pas de kérosène. Ce sont autant d'éléments qui, moi, à mon sens aujourd'hui, recommandent à l'État d'être vraiment clean dans ce dossier-là et de diligenter une enquête internationale claire pour situer les responsabilités. C'est une réaction, Pascal? Oui, une enquête internationale, je me demande à qui va dans tout ce qui dépasse l'État, c'est-à-dire l'externe, ça revient toujours à l'État. Oui. Au nom de la souveraineté. Oui. Tout. Oui. Si on est d'accord, peut-être qu'on ne l'affirme pas, mais si on constate que ici les blocages sont à son niveau, peut-être que l'enquête internationale, c'est peut-être un effort inutile. Et voilà. Vous parlez tout à l'heure de ceux qu'on a interrogés, on leur a demandé qui a demandé à quoi. Encore une fois, donc c'est des manipulations politiques, c'est très malheureux. Voilà, dans un dossier comme ça. Le téléthon, téléthon organisé, même pas de résultat par rapport à ces télétons. Les sous n'ont pas été distribués. Vous n'avez pas fait, vous n'avez oui, ça, on ne peut pas se comprendre parce qu'au lendemain de ce drame, un téléthon a été organisé. Oui, les dames ont décidé d'aller voir Madame
ministre du Commerce pour en savoir plus sur toutes les démarches qui sont prises. Parce qu'il y a une délégation qui est partie au nom de cette dame-là pour aller raconter le chef de l'État. Qui n'était pas la bonne délégation, selon certaines voilà, qui n'était pas la bonne délégation. Voilà, merci beaucoup Daniel. Qui n'était pas la bonne délégation. Donc les bonnes dames ont contesté cette délégation-là. S'il en est ainsi, on va aller raconter le chef de l'État pour écouter de vive voix ce qu'il a à nous dire. Ça a été empêché. Et c'est d'où est venu ces jeunes-là qui disent qu'il appartient à une association qui s'appelle ACAT ou CAT et qui ont pris l'initiative d'organiser l'opération Téléthon. Et ça a permis de regrouper pratiquement plus de 53 millions. Où sont ces sous? Les sous sont où? Puisqu'on a interrogé la ministre du Commerce aujourd'hui, et c'est pratiquement le blackout sur le sujet. Et les femmes demandent à ce que l'indemnisation soit faite. Donc, si on a vraiment la bonne volonté, si on n'a pas l'intention je sais pas, d'enruiner ces dames-là qui sont aujourd'hui dans la détresse, dans la désolation totale, je pense que le bon sens revient à ce gouvernement-là, à ces gouvernements-là de leur venir en aide. Merci à vous, Justin Anani. Je rappelle que vous êtes journaliste et analyste politique. Merci. Merci, c'est avec un plaisir. Nous espérons vous retrouver très prochainement. C'est avec un plaisir. Merci également à vous, Pascal Lagnéblé, secrétaire général du CRAD, entendez, cercle de réflexion et d'action en démocratie et en droits de l'homme, membre de Thinking Africa et doctorant en droit international à l'UPMF Grenoble 2. Voilà, merci. Et comment se passe votre séjour à Lomé? Ça va, je suis chez moi, il n'y a pas de souci. Voilà, merci. Nous espérons vous retrouver très prochainement, lorsque vous serez de retour au pays, pour contribuer à ces analyses-là. Merci beaucoup et merci également à la maison de nous avoir suivis. Nous vous retrouverons la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour un tout nouveau numéro de votre émission préférée, Le Point. Au revoir.